Bonjour Elfinma. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. Camille Flammarion et son étude, disons, assez poussée des phénomènes psychiques. Tout ça vient de son livre L'inconnu et les problèmes psychiques. Bonjour. Oui, c'est passionnant de voir comment Flammarion, qui était quand même un astronome très sérieux, s'est mis à étudier scientifiquement des choses comme la télépathie, les apparitions à distance. C'était au début du XXe siècle. Exactement. Et son but, c'était pas rien. Il cherchait carrément des preuves, des indices sur l'existence de l'âme et sa possible survie après la mort. Une sacrée ambition. Tout à fait. Et ce qui marque d'emblée, c'est sa méthode. Il insiste vraiment sur une approche scientifique graduelle. Il commence par les manifestations de mourants à distance. Pourquoi ça en particulier? Il pensait que c'était peut-être plus simple pour démarrer, pour essayer d'y voir clair. Son objectif, c'était vraiment d'écarter le hasard. Il utilisait même le calcul des probabilités pour ça. Isoler le vrai phénomène, quoi. Et au cœur de tout ça, il y a cette idée d'une force psychique. C'est ça le concept central, non? C'est ça. Une sorte d'énergie inconnue qui viendrait de nous, de l'être humain, et qui pourrait agir sur un autre cerveau, même à des kilomètres. Mais attention, pour lui, ce n'était pas du surnaturel. Ah non, pas du tout. C'est crucial de comprendre ça. Pour Flammarion, c'était un phénomène naturel, juste pas encore expliqué par la science. Un nouveau champ de recherche en quelque sorte. D'accord. Et comment il expliquait ça, concrètement? Les apparitions, les voix. Son hypothèse, c'était que l'esprit de la personne, qu'elle soit mourante ou même bien vivante, agissait directement à distance sur l'esprit de l'autre personne, celle qui reçoit l'impression. Donc les visions, les sons, tout ça, c'était pas réel au sens physique. Exactement. C'était plutôt des illusions, mais créées dans le cerveau du récepteur par cette action mentale à distance. Pas un fantôme qui se balade, mais une transmission d'informations psychiques qui génère une perception. Il a même utilisé des analogies assez parlantes pour essayer de faire comprendre ça, non? Avec la physique de son temps. Oui, tout à fait. Et c'était audacieux. Il compare cette action psychique à une corde de violon qui fait vibrer sa voisine sans la toucher, ou à l'induction magnétique. Le téléphone aussi, je crois. Oui, le téléphone même sans fil qui commençait à apparaître à l'époque. Ou encore l'image d'une étoile qui s'imprime sur une plaque photo après avoir voyagé des années-lumière. Son raisonnement c'était, bon, si toutes ces forces physiques agissent à distance, pourquoi la pensée ne le pourrait-elle pas? C'était une manière de ramener l'étrange dans le giron de la science connue. Précisément. Et il s'appuyait aussi sur la physiologie, sur ce qu'on savait du cerveau à l'époque. Comment il voyait le cerveau alors? Il l'imaginait un peu comme un immense réseau télégraphique très complexe, avec des ondes moléculaires, c'est son terme, pour l'influx nerveux, qui se propage très vite, Et les pensées, les sensations? liées à des vibrations spécifiques dans ce réseau cérébral. C'était sa façon de connecter le psychique au biologique, au matériel. Il y a un exemple qu'il cite qui est particulièrement troublant, c'est celui des membres fantômes. Ah oui, l'exemple des amputés. C'est très fort. Des gens qui continuent de sentir leurs bras, leurs jambes, qui n'est plus là. Avec des douleurs, des fourmillements, parfois des années après. Ça devait le conforter dans son idée. Carrément. Pour lui, ça montrait bien que la sensation, la perception, elle n'était pas juste dans le membre physique. Que le siège de tout ça était plus complexe, peut-être dans le cerveau, lié à une sorte d'image mentale du corps qui persiste. Ça bousculait pas mal d'idées reçues. Et il s'intéressait aussi aux expériences provoquées, la transmission de pensée en laboratoire, si on peut dire. Oui, il rapporte des cas, notamment ceux du docteur Liébaud ou d'un certain monsieur Gilbert avec une dame, Madame B, souvent sous hypnose, en sommeil magnétique, comme on disait. Et qu'est-ce qui se passait? Apparemment, des ordres donnés mentalement, sans un mot, étaient reçus et exécutés. Par exemple, endormir quelqu'un à distance juste par la pensée ou lui faire fermer une porte. Il devait y avoir beaucoup de scepticisme, non? Oh que oui, Flammarion le savait très bien. Il reconnaissait que la simulation, la suggestion involontaire, c'était très fréquent. Mais il était persuadé qu'il restait des cas authentiques, de vraies transmissions de pensée. Même les rêves, ça l'intéressait pour ça. Absolument. Il voyait les rêves comme un terrain d'étude potentiel. Il a collecté plein de témoignages, rêves télépathiques, visions de proches au moment de leur mort, rêves prémonitoires. Même si les rêves sont souvent un peu chaotiques. Oui, il le notait bien. Mais il pensait que certains rêves, malgré leur incohérence apparente, portaient la trace d'une communication ou d'une perception anormale qui se produisait pendant le sommeil. Bon, alors, au final, après toutes ces recherches, quelle est sa conclusion? Eh bien, Flammarion finit par être convaincu. Pour lui, l'accumulation de tous ces témoignages, plus quelques expériences, ça démontrait que l'action psychique à distance, ça existait, c'était réel. Mais il savait comment ça marchait? Non. Et il l'admettait très humblement. La nature exacte de cette force, mystère. Était-ce une radiation, une onde dans l'éther,
Une projection de l'esprit? Il ne savait pas. Mais il affirmait sa réalité, comme une nouvelle frontière pour la science. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si cette force psychique, comme l'imaginait Flammarion, pouvait vraiment agir un peu en dehors des lois physiques habituelles, Hmm. qu'est-ce que ça impliquerait encore aujourd'hui, plus d'un siècle après, sur notre façon de comprendre la conscience et son lien toujours aussi mystérieux avec notre corps? Ça donne à réfléchir,